Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Il y a des titres que j'ai vraiment beaucoup aimés et il y a aussi un DNF et également un film et une série parce que ça faisait longtemps et j'avais envie de re-regarder des trucs et c'est chose faite. Bon bref, on verra tout ça dans les minutes à suivre. On va commencer par le DNF, comme ça je l'oublie pas et après on va passer à des choses beaucoup plus intéressantes. L'image va s'afficher ici ou ici parce que je l'ai déposé déjà dans une boîte à livres. Le titre c'est Shake Hands Forever de Ruth Randall. C'est un titre en anglais que j'avais trouvé dans la boîte à livres et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. À ce que j'ai pu comprendre, il s'agissait d'une histoire de meurtre où le crime n'avait pas de sens parce que la dame qui avait été tuée était un peu parano sur le bord et ne laissait personne s'approcher de sa demeure. Pourtant, elle a été tuée, mais on n'avait pas trouvé des traces d'effraction dans sa demeure. Du coup, la police était un peu perplexe. Voilà, ça c'était le synopsis de base. Quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout la prose de l'autrice. Ça faisait un peu vieillot. Le roman, il a été écrit en 1930. Ça me posait pas du tout des soucis. J'ai déjà lu d'autres titres qui datent des 1800, mais la prose, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas. J'ai lu une cinquantaine de pages environ et après, je me suis arrêtée. Je me suis dit non, stop, je préfère abandonner là et essayer quelque chose de plus sympa parce que j'arrivais pas à accrocher. J'ai feuilleté vite fait un peu le roman pour voir si peut-être les choses s'amélioraient à l'avenir, mais finalement non, pas du tout. Du coup, j'ai préféré de le laisser là. Je l'ai déposé dans une boîte à livres et basta. Quelqu'un pourrait le lire et peut-être l'apprécier. Voilà, on va enchaîner maintenant avec Bad Ducks. Tome 1. Cet tome, il faisait partie du lot du concours organisé par Mukishima. D'ailleurs, je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, j'ai pu découvrir des titres que je connaissais pas. Voilà. Et j'ai plutôt bien apprécié. Du coup, Bad Ducks. Je pense pas l'avoir vu passer sur les réseaux. C'est un titre qui va se finir en 4 tomes. Et c'est une histoire un peu fantastique. Pas vraiment post-apo, mais il y a une touche de fantastique parce que il y a des races d'humains différents, on dirait des aliens. Bon bref, je vais vous faire un petit résumé. Dans ce récit, on va suivre Morgan. Morgan, c'est un jeune homme orphelin. Il avait été abandonné à ses 10 ou 7 ans. Je me rappelle pas exactement l'âge où il était abandonné par ses parents, mais en tout cas, il a dû se débrouiller toute seule. Des années et des années plus tard, les parents de la mafia vont le retrouver et ils vont lui dire « Écoute Morgan, tu vas devoir essuyer les dettes de tes parents, sinon c'est fini pour toi. » Morgan, il n'a pas de choix, il veut pas que ceux qui l'aiment finissent punis à cause de lui et à cause des fautes de ses parents. Du coup, il accepte de devenir le cobaye des parents de la mafia et il s'est retrouvé enfermé dans un endroit très bizarre et très malsain. Là-bas, il va faire la rencontre d'une femme qui est la dernière de son espèce. On dirait une femme un peu alien qui est assez âgée, je pense qu'elle est immortelle. Et cette dame est là, soif de liberté. Elle va inciter Morgan à se rebeller et ensemble, ils vont concocter un plan d'évasion. Sauf que tout se passe pas comme prévu et ils vont se retrouver sur les bras avec un truc imprévu. Ils vont se retrouver avec un bébé, un petit bébé. Morgan, il veut pas l'abandonner à son sort parce que il a ce sentiment que c'était son devoir de protéger les plus faibles. Il a été abandonné par ses parents et il veut pas que ce bébé subisse le même sort, il veut pas que ce bébé devienne orphelin, il veut pas qu'il soit malheureux et du coup, il leur décide de le garder. À partir de là, les choses s'enchaînent. Vraiment, je suis curieuse de connaître le dénouement de cette histoire. C'est un récit en 4 tomes. J'espère que vraiment il y aura une fin et que la série n'a pas été stoppée et que c'est à cause de ça qu'il y en aura jusqu'à 4 tomes. Je verrai bien et je vous tiendrai au courant à l'avenir. Parce que pour l'instant, c'est pas une priorité, mais je l'avais bien apprécié. Bad Ducks. C'est sorti chez Kuhn Édition. On va enchaîner avec un petit titre en anglais, Paradise Road de Jenny Aval. C'est un récit qui a été à la base écrit en norvégien et qui a été traduit en anglais. Il n'est pas encore traduit en français. Je ne sais pas si il sera un jour traduit, mais l'anglais, il était très accessible. C'est de la weird fiction et du bizarre. Vous allez manger là-dedans. C'est un récit vraiment épatant. C'est une expérience. Je ne sais pas vraiment si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Vraiment, je pourrais pas vous dire. C'est une vraie expérience. C'est du weird et vous allez être servi si vous désirez ça. Au tout début, l'histoire, elle commence vraiment
tranquillement, elle commence normalement. On suit Jo, qui est une étudiante étrangère venue en Norvège pour ses études en biologie. Elle cherche un appartement et à un moment donné, elle voit une annonce. Elle fait la connaissance d'une jeune femme avec laquelle elle devient colocataire. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses se gâtent parce que au moment où Jo arrive dans cet appartement qui était par le passé un ancien silo, une ancienne fabrique de bière ou un truc comme ça. Je sais pas exactement si c'était une fabrique de bière ou c'était une usine. En tout cas, c'était un bâtiment qui n'était pas censé être habitable et par la force des choses, il avait été transformé dans un bâtiment d'habitation. Bon bref, elle arrive là-bas et Jo change petit à petit. Les choses deviennent bizarres parce que elle va être obsédée par les faits et gestes de sa colocataire. Elle commence à l'écouter, les bruits que fait la maison et elle est happée par tout son environnement. Elle est happée par sa colocataire et elle commence à développer une attirance un peu malsaine, disons, avec cette colocataire. Et je dirais que ce récit est plutôt une métaphore de la découverte de la sensualité, de l'amour saphique. Mais c'est bizarre. Franchement, c'est très très bizarre. À partir du moment où Jo s'installe dans ses appartements, c'est du weird pur et dur. Vous allez être étonné. Je sais pas si je pourrais vous le recommander parce que soit vous allez l'aimer, soit vous allez le détester. Moi, je suis quelque part dans un purgatoire. Je l'ai pas détesté, mais je peux pas dire que je l'ai aimé à 100%. C'était une sensation bizarre après la fin de cette lecture. Voilà, si vous voulez tester Paradise Road de Jenny Haval. On va enchaîner avec une fanzine BD multivers réalisée par des fans. C'est des très très bonnes factures. En plus, c'est très très lourd. Du coup, je vais garder juste un tome dans ma main parce que sinon, je vais pencher pendant toute l'explication et on veut pas ça. Du coup, je vais garder juste ce premier tome. Quand je vous disais, c'est un petit manga réalisé par des fans de Dragon Ball. Ils ont réuni ici tous les personnages de l'univers de Dragon Ball, même des personnages que je connaissais pas du tout parce que moi je me suis arrêtée à la première œuvre de Toriyama. Je me suis arrêtée au Dragon Ball classique en 42 tomes, il me semble. Et il y avait des personnages que je connaissais pas du tout. Je sais qu'ils sont apparus plus tard dans les films Dragon Ball qui ont été réalisés. Mais voilà. Quant à ce format, cette édition, des très très bonnes factures. Les pages sont en papier glacé. Il y a même des pages couleurs. Et je suis un peu déçue. J'ai pas pu trouver plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce manga fait par des fans. Il est disponible en ligne gratuitement. Si vous tapez BD Multivers, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Comme je vous disais, gratuitement. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire l'effort de le lire en numérique, même si je déteste lire en numérique, vous le savez, depuis un moment, je pense. Mais on verra. Peut-être quand j'aurai plus de manga dans ma page, je vais me dire, ok, allons continuer. Parce que le récit, mine de rien, il est d'assez bonne facture. Je veux dire surtout le récit principal où il y a le tournoi entre les différents personnages de Dragon Ball. Parce qu'ici, on se retrouve dans un tournoi intergalactique. Nos héros de la planète principale qu'on connaît, ils vont être ramenés sur une autre planète et ils vont devoir combattre leur alter ego. Je vous explique. Par exemple, Son Goku de notre planète, de notre univers qu'on connaît, il va devoir affronter à un moment donné peut-être le Goku d'une planète parallèle, d'un univers parallèle. Et du coup, on verra ici réunis les antagonistes qu'on connaît, qui ont été déjà battus dans Dragon Ball classique. On verra des personnages qui ont gagné leur combat dans des univers différents et qui se retrouvent ici, plus forts que jamais. Et du coup, nos personnages vont s'affronter dans ce tournoi. Je trouve que le travail fourni dans cette BD est de bonne qualité. En tout cas, pour le récit principal, les dessins sont vraiment de très bonnes factures et ils respectent vraiment le design et la patte de Toriyama, ce que je trouve incroyable, surtout que c'est fait par des fans. Voilà, je vous montre vite fait. C'est incroyable, c'est un travail de fou. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était un peu popcorn, on va pas se mentir, c'était pas l'histoire la plus complexe du monde, non pas du tout, il y avait des combats et basta, mais personnellement, je me suis bien amusée. On va continuer maintenant avec un petit Spooksville, le pays des ténèbres. C'est le tome 7. Comme vous le savez, j'avais déjà trouvé un petit lot des romans Spooksville à un moment donné en occasion et je l'avais lu. Du coup, j'avais dépassé ce tome 7. Dans ce tome 7, le personnage Brice, il apparaît pour la première fois et il va accompagner nos personnages principaux, Cindy, Adam, Sally et Tic Tac dans leurs aventures
folle. On est à nouveau dans ce Spooksville, un Spooksville où les choses étranges et paranormales se passent chaque fois. Sally, elle va convaincre notre bande d'amis de s'aventurer dans le cimetière et de passer dans un monde parallèle afin de sauver Brice. Parce que celui-ci, il donnait plus de nouvelles depuis un bon moment. Notre groupe d'amis va se dire « Ok, on y va ». Ils arrivent dans un endroit qui a l'air 10 000 fois plus agréable que la ville de Spooksville. Ils vont se dire ah, c'est chouette ici. On comprend pourquoi Brice il voudrait pas revenir dans notre ancienne ville où il y a des aliens, des vampires, des monstres qui arrivent et qui attaquent les habitants. Ici, tout est beau. Tout est joli, les habitants sont serviables, ils sont agréables, sont sympas. Mais notre bande d'amis n'a pas pris en compte que les apparences peuvent être trompeuses. Ils vont se retrouver en vérité dans un cauchemar. Dans un cauchemar d'où il va être très difficile de s'échapper. Je vous dis pas plus parce que ça fait une centaine de pages, mais comme pour Dragon Ball, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était une lecture popcorn très rapide que j'ai adoré. Voilà, Spooksville, tome 7. Si vous aimez tout ce qui est chair de poule, je pense que ce récit pourra vous plaire. On va enchaîner avec un Patrick Sénécal, 51-50 rue des Ormes. C'est bon, je peux dire que j'aime beaucoup la plume de Patrick Sénécal. Après une entrée en matière avec Alice qui m'a laissé un peu de marbre et qui m'a pas convaincu à 100% parce qu'il y avait beaucoup de scènes olé olé que j'apprécie pas trop dans un récit, et deux autres bonnes lectures, Le Passager, un roman court, et aussi une nouvelle, je me rappelle pas exactement le titre, mais il était dans le recueil maudit tome 2, il me semble. Là, je me suis attaquée à ce récit et c'était un pur bonheur. C'est bon, ce monsieur, il m'a convaincu. J'ai sur le seuil d'un mappal et je pense que ça va pas tarder. Je vais le remonter un peu et je vais essayer de lire bientôt parce que j'ai beaucoup aimé. Dans ce récit, tout va de travers. On va suivre un jeune étudiant qui a un accident de vélo. Le jeune Yannick Berubet fait une chute de vélo devant une maison. Et il s'est dit, ok, je vais faire appel aux habitants parce qu'ils ont l'air gentils et je vais appeler quelqu'un pour venir m'aider. Il va toquer à la porte de la famille Beaulieu et c'est là que son calvaire commence. Parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Notre jeune Yannick va se faire emprisonner, kidnapper par le père des familles, par Monsieur Beaulieu. Il a trop vu, il a trop entendu et il ne peut pas être laissé en liberté. Il est enfermé, mais on lui fait pas vraiment de mal, physiquement parlant, parce que psychologiquement, il est en détresse. Il est vraiment en détresse, il va faire tout pour s'échapper de ses agresseurs. Mais les choses ne sont pas si simples, parce que il se trouve au milieu d'une famille pas comme les autres. Le père de famille est une sœur de justicier qui va pas s'abstenir à utiliser la violence contre ceux qu'il considère comme inaptes, à s'adapter à la société contre ceux qu'il considère être mauvais. La mère de famille, Maud, elle a abandonné tout sens moral aux mains de Dieu. La plus âgée des filles Beaulieu, Michelle Beaulieu, c'est une jeune femme déterminée qui va être prête à aller jusqu'au bout pour ses convictions. Peut-être qu'elle va arriver, vous allez comprendre en lisant Alice, parce que c'est un des personnages importants de ce récit, tandis que la cadette, elle vit sur un autre plan de l'existence, elle vit dans son monde. Elle n'est pas vraiment là. Du coup, notre jeune étudiant, il va se retrouver dans cet engrenage très bizarre et il va subir en quelque sorte les effets pervers de cette constitution familiale. C'est dur à encaisser, mais c'est un roman allaitant qui combine plusieurs notions. La notion de justice, le bien, le mal, ce combat, le kidnapping, le meurtre, etc., etc. Oui. Parce que j'avais oublié un petit élément, je reviens très vite. J'ai beaucoup aimé la construction du récit de Patrick Sénécal. J'ai beaucoup aimé ces passages qui nous montrent le jeune captif, Yannick Berubet. Les passages, les entrées des journaux de mode, la mère des familles, cette femme qui est très croyante, mais également ces bribes du présent où on est à l'extérieur de la maison des Beaulieu. C'est un mélange très bien dosé. Chaque fois, j'avais envie de connaître plus, notamment quand il s'agissait des entrées du journal de mode. Voilà, c'était exquis. J'ai adoré la construction de ce récit. Patrick Sénécal, il m'a épaté sur ce coup-là. Voilà, c'est vraiment un récit que je vous recommande chaudement si vous l'avez pas lu. Il nous vient du Canada et du coup il y a certaines expressions québécoises qui m'ont beaucoup fait sourire, mais j'ai adoré, c'était délicieux.
Voilà, c'était un roman délicieux, je l'ai adoré et je vous le recommande chaudement. Et on va enchaîner avec Aberration, tome 1, Le réveil des monstres, de Joseph Delaney. C'était une lecture chouette, même si dans mon cœur, il n'est pas au même niveau que l'épouvanteur, mais j'ai apprécié ma lecture parce que j'étais pas dépaysée. J'ai remarqué que dans les récits de Joseph Delaney, il utilise la même structure. On va avoir deux protagonistes masculins et une protagoniste féminine et nos trois héros vont se trouver dans un monde peuplé de monstres. C'est pas grave qu'il utilise le même schéma, surtout que l'histoire, elle est différente à chaque fois, mais on peut voir quelques liens entre ces histoires parce qu'il y a un bestiaire des monstres qui est commun. Bon bref, je m'éloigne, mais j'ai bien aimé ce premier tome de la saga. C'est une saga en 2 tomes, apparemment. Dans cette histoire, on va se retrouver dans un univers un peu, disons, post-apo, parce qu'il y a une groupe dénommée le Sheol qui envahit la Terre. Une fois que la Terre est recouverte de cette brume, les habitants soit se transforment en bêtes sanguinaires, soit ils meurent dans des atroces souffrances. On sait pas trop. On sait pas trop comment ce processus se déroule. En tout cas, c'est certain que les habitants ont peu d'espoir. Cependant, dans ce monde, il y a des êtres capables de se balader dans ce Sheol sans être transformés. Ce sont des êtres qui ont des pouvoirs un peu magiques, en quelque sorte, mais sont des êtres que d'habitude les autres rejetaient. Dans ce contexte, on va faire la connaissance de notre héros, Crafty. Crafty est un de ces êtres qui un sort de pouvoir magique et qui peut se balader tranquillement dans le Sheol. Il est engagé par la guilde de sa bourgade afin de lutter contre ce processus. Mais il va se rendre compte que les monstres qui sont à l'intérieur de ce Sheol ne sont pas l'unique danger. Le danger vient également de l'intérieur de cette guilde parce qu'il y a des êtres qui sont prêts à tout pour atteindre leurs intérêts. C'est un univers assez intéressant, mais je vous avoue que ça devient fluide après avoir compris tous les éléments de langage utilisés dans ce récit. Une fois qu'on a compris comment cet univers fonctionne, une fois qu'on s'est approprié les expressions qui sont à la fin du bouquin dans un glossaire, là tout devient fluide et on avance rapidement dans l'histoire. Voilà. En tout cas, moi je suis contente de m'être immergée encore une fois dans l'univers de Joseph Delaney. En tout cas, moi je souhaite découvrir tous ces récits et j'ai hâte de découvrir le tome 2 d'Aberration. On a fini avec le bouquin. Mais je voulais vous parler d'un film et d'une série que j'ai regardé récemment. On va commencer par le film qui date de 2013 et qui s'appelle Pandémie. C'est un film coréen qui est disponible sur Amazon Prime et moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était marrant. C'est un sort de post-apo, ça m'a rappelé un peu notre crise qui a commencé en 2019 sur certains aspects. Parce que bon, ça va un peu dans l'extrême, mais il y avait quand même quelques similitudes. Ce qui est marrant, c'est qu'au tout début du film, dans les premières scènes, on a un message qui dit « Ce n'est pas inspiré de faits réels ». Ok, j'ai compris. Il y a quelques similitudes quand même. Dans ce récit, la grippe aviaire fait des ravages dans la population de la Corée du Sud. Après la découverte d'un conteneur où il y avait des immigrants clandestins, cette grippe aviaire se propage parmi les habitants. C'est très contagieux. Dès que quelqu'un tousse, c'est bon. C'est quasi sûr, en tout cas, tu as 50% de chances d'être contaminé par cette grippe. Et pour l'instant, il n'y a pas de remède. On n'a pas des anticorps, on n'a pas de vaccins. Nos protagonistes principaux sont une fillette qui a environ 5-6 ans, sa mère qui est médecin, qui essaye de trouver un remède, et un secouriste qui l'a sauvé à un moment donné au tout début du film. Les trois, ils vont faire face à des situations tragiques et ils vont essayer de survivre dans tous ces chaos ambiants parce que la maladie, elle se propage très vite. J'ai bien aimé la réalisation de ce film, surtout le moment où on voyait comment la contagion commençait à se propager. On dirait qu'il y avait des paillettes dans ces cadres-là, mais c'était marrant, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé la réalisation. C'était un film qui s'est laissé voir et moi, je suis toujours dans un mood post-apo pour mes films, pour mes séries, même pour mes bouquins. J'adore ça. Du coup, je fais pas vraiment la fine bouche. Moi, j'ai aimé. Voilà. Et on va passer maintenant au dernier sujet de cette vidéo, la série The Last of Us Part 2. La deuxième saison de la série The Last of Us. Comment vous dire que j'ai moins aimé? Voilà, j'ai moins aimé cette deuxième saison que la première saison. La première saison, je la trouvais excellente de tous les points de vue. Réalisation, écriture, personnages, c'était super. Franchement, c'était un coup de cœur phénoménal. Il y avait tout ce que j'adorais. Il y avait ces éléments, ces touches de post-apo avec les zombies qui essayent de décimer l'humanité, avec ces zombies, champignons, etc. C'était
incroyable. Dans cette deuxième saison, j'ai trouvé que l'écriture était moins bien. Peut-être que c'est juste moi, c'est juste mon opinion personnelle, mais ça l'a pas fait à 100% pour moi. Surtout cet épisode de fin qui était vraiment burlesque. Il y avait une succession d'actions qui n'avait ni queue ni tête. Je disais mais non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Mais je comprends que vous voulez avancer l'action, mais non, ça n'a pas de sens. Non, elle a quelle chance cette gamine. Elle a toute la chance du monde avec tous ces événements qui sont passés et non. Pour moi, la fin, c'est un flop très très grand. Voilà. C'est un flop très très grand. Je sais que ça se voulait une ouverture impactante sur une troisième saison, mais pour moi, ça l'a pas fait. Bon, on retrouve certains de nos anciens personnages, mais également certains personnages qui se rajoutent au plot principal. Comment vous dire qu'après l'épisode 2, j'étais en mode, non, je veux une réécriture. Je veux une réécriture. Je veux réécriture. J'exige une réécriture. Non! Non, je sais que ça se passait pareil dans le jeu vidéo, mais non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Mon cœur, il était en pleurs là, à la fin de l'épisode 2. Bon, bref. Ouais, c'était une saison moins bonne pour moi, personnellement. J'ai quand même quelques épisodes que j'ai beaucoup aimés. J'ai aimé l'épisode 1, j'ai aimé bien l'épisode 2 et également l'épisode 6 qui frappe fort quand même, niveau émotion, et que je trouvais très très bien. Mais les 4 autres épisodes, je trouvais que c'était un peu linéaire et que ça avançait pas vraiment. Voilà, je reste un peu nébouleuse parce que je veux pas vous spoiler et je vous incite quand même à regarder cette série. Surtout la première saison qui est de très très bonnes factures. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. Pareil pour le film et la série, si vous avez regardé, n'hésitez pas à me donner votre opinion, votre avis sur ces deux adaptations télé. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.